Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Bergocamp 21 TV. Au sommet de cette émission de géopolitique, nous allons analyser le discours du président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine. Pour cela, je suis accompagné de M. Etoga Messina, expert en communication et marketing, qui est le consultant maison de Bergocamp 21. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir une fois de plus pour apporter ne fût-ce que mon opinion sur les questions qui émeuvent le monde. Nous allons commencer cette analyse par les propos d'un écrivain coréen, Sun Tzu, qui dit « La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort. La concertation ou la perte de l'empire en dépendent. Il est impérieux de bien le régler. Ne pas faire de sérieuses réflexions pour ceux qui le concernent, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la concertation ou la perte de ce qu'on a le plus cher. Et c'est ce que l'on ne doit pas trouver parmi nous. » Il dit ensuite, « La doctrine fait naître l'unité de pensée. Elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir et nous rend intrépides dans les valeurs et dans la mort. La victoire est l'objectif principal de la guerre. » Monsieur Etoga, Monsieur Poutine a déclaré lors de son discours « Nous signons aujourd'hui l'admission de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk, ainsi que dans les districts de Zaporijie et Kherson. Le peuple a fait son choix, unique. » Voudrait-il, Monsieur Poutine, voudrait-il faire comprendre qu'il a atteint ses objectifs politiques? C'est une lecture qu'on peut faire si on met de côté les différents objectifs que le président de la Fédération de Russie a énoncés quand il s'en allait en Ukraine mener, n'est-ce pas, son opération militaire spéciale. Quels sont ces objectifs? Il faut ici les rappeler pour entrer en profondeur dans la question que vous me posez. On voit les objectifs ici sous 3 angles. La démilitarisation de l'Ukraine, la dénazification de l'Ukraine et la protection du Russe partout où besoin sera. Et maintenant, ici, l'occurrence se retrouve en Ukraine. Et donc, maintenant, l'annexion. Et vous voyez ici qu'il y a un jeu de mots. Il n'y a pas annexion, il y a admission. Et maintenant, pour le média occidental ou bien pour le citoyen occidental, il va parler d'annexion des territoires de Lugansk, de Donetsk et de Zaporijie, et puis les districts de Kherson et tout cela qui va avec. Et donc, ça projette, n'est-ce pas, les analystes à se demander si Poutine va aller au-delà de ces régions-là et annexer l'entièreté de l'Ukraine et donner maintenant alors un autre patronyme à l'action de Russie en Ukraine. Je suis ici dans le discours que tient les médias mainstream qui parlent d'annexion de ces régions-là. Mais revenons au discours du président Poutine qui présente l'action du peuple à rejoindre ou alors à donner quitus à l'ensemble de l'élite dirigeante russe à mener les actions sur le plan politique, sur le plan exécutif, sur le plan législatif, qui vont répondre non plus de la législation ukrainienne, mais de la législation russe à présent. Et vous voyez que c'est en cela qu'il utilise le concept admission. Maintenant, si on rentre dans l'histoire et on va se projeter dans le discours du président russe pour comprendre qu'ici, il fait juste ressortir cette appartenance qui s'est peut-être effritée dans le temps, mais qui aujourd'hui s'affirme. Et non, ce n'est non plus des retrouvailles qui ma foi, ne devraient pas faire l'objet de guerre, mais ce sont des retrouvailles avec la mère patrie, j'ai envie de dire.
Pourquoi M. Poutine évoque l'article 1er de la Charte des Nations Unies, qui énonce explicitement le principe de l'égalité des droits et l'autodétermination des peuples? Il dit, je le répète. Ici, il faut comprendre que c'est d'abord un acte politique suivi d'une posture judiciaire, législative et tout ce qui va avec. Mais faire usage de la notion de peuple comme argument d'autorité, le président Poutine met ici les pays de la communauté internationale face à leur propre turpitude, parce qu'ils utilisent très souvent cet argument-là pour essayer d'imposer certaines réalités à des dirigeants qui ne sont pas forcément en acquaintance avec leur idéologie. Et donc Poutine ici utilise la même stratégie, mais fait savoir à l'ONU que cet élément que vous avez mis en marbre dans votre charte est utilisé par les peuples qui ont décidé eux-mêmes de venir s'adjoindre ou alors d'admettre la législation russe sur leur territoire. Mais pourquoi? La question vient maintenant. Pourquoi est-ce que le peuple admet aller s'allier avec la Russie ou alors à se soumettre à la législation russe? Il faut comprendre ici qu'il y a une question de souveraineté qui va naître. Et on dit très souvent que le peuple est souverain, on dit la souveraineté émane de la volonté du peuple. Et donc Poutine met en avant ici le peuple pour montrer que c'est un acte souverain qui a été posé et que l'ONU ne peut outrepasser cet acte souverain-là. Donc ne saurait se substituer au peuple quand le peuple en a décidé autrement, à savoir s'allier à la Fédération de Russie. Maintenant, qu'est-ce que la souveraineté? Il y a un éminent juriste des années 1500 qui a travaillé là-dessus, c'est précisément Jean Bodin. Il parle de la souveraineté comme étant le pouvoir absolu. Il est invisible, c'est un pouvoir invisible qui confère à l'État la force légitime pour agir sur les populations. Maintenant, ici, vous voyez que au fil du temps, cette définition de la souveraineté, qui était l'apanage d'un guide, d'un souverain à l'époque, l'apanage d'un souverain qui avait droit de dire et de dire les actions dans la cité, s'est effritée. On a commencé à dire que cette souveraineté-là a des limites. Il y a la limitation de cette souveraineté-là. Et donc, ici, Poutine met en avant le peuple pour montrer ici que le peuple, bien qu'il a des acquaintances avec l'Ukraine, des acquaintances avec la Russie, mais il en a décidé au travers d'un référendum. Et donc ici, l'élément fondamental, c'est la question du référendum. Maintenant, est-ce que c'est un référendum qu'il faille prendre en considération au regard de l'analyse que fait les médias occidentaux? Vous conviendrez qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord que cela a été fait dans les règles de l'art. Maintenant, c'est quoi le peuple en fait? Jean Bodin nous dit que le peuple c'est un souverain. Mais maintenant, ce peuple perd sa souveraineté en allant au vote parce qu'il donne sa souveraineté à des élus qui vont l'exercer en son lieu et place, tout simplement. Et donc, ici, les habitants de ces 4 régions-là ont décidé que Poutine est maintenant leur porte-parole quant à ce qu'ils aimeraient avoir comme politique dans leur territoire. Et il dit, je le répète. Il répète, tout simplement pour que ça rentre bien dans les oreilles de la communauté internationale. Et si vous regardez la vidéo, vous voyez que c'est avec un ton martial qu'il le dit. Et donc, cela entraîne une certaine analyse, que si on contextualise, on va voir qu'il essaye de montrer ici que la Russie ne se laissera pas faire si jamais vous venez à remettre en doute cette décision que le peuple a voulu rejoindre la Fédération de Russie.
Dans son discours, le président de la Fédération de Russie fait allusion aux héros russes, Suvorov et Usakov, Catherine II et Potemkin. Ils ont lutté à Norovia, ils ont fondé des nouvelles villes et rappellent le printemps russe de 2014. Monsieur Poutine s'identifie-t-il aux héros qui ont gagné de nouvelles villes ou ne fait que rappeler l'histoire? Sauf à être diaboliquement infesté par la propagande occidentale, on ne va pas considérer Poutine comme étant un héros, mais il écrit l'histoire. Il écrit l'histoire comme les différentes personnalités que vous avez citées ont écrit l'histoire à leur manière. Poutine est en train d'écrire l'histoire à sa manière, telle que Lénine l'a fait, telle que Staline l'a fait. Aujourd'hui, il est le président d'une fédération de Russie qu'il considère comme étant une grande Russie. Et donc, il est en train d'écrire l'histoire. Et donc, forcément, ça dépendra du positionnement qu'on aura en faveur de la politique de Poutine ou en défaveur des détracteurs, comme on les appelle très souvent, de sa politique, ne considéreront pas que Poutine est un héros. Mais ceux qui ont des affinités avec sa politique vont, n'est-ce pas, faire naître même le poutinisme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire cette philosophie-là qui épouse l'idéologie de Poutine. Et donc, un poutinisme pourrait naître pour magnifier, n'est-ce pas, son héroïsme maintenant dans ce cas-là. Et donc, est-ce qu'il se considère comme héros? Peut-être. Il voudrait entrer dans cette lignée-là, et je pense, ma foi, que s'il n'avait pas cette aura-là, il ne serait pas dans cette posture de président de cette grande fédération de Russie. Ensuite, il dit que les Russes n'oublieront jamais les combattants du Donbass, les martyrs de la Katyn d'Odessa, les victimes des attentats humains orchestrés par le régime de Kiev. Ne porte-t-il pas là des accusations contre le régime de Kiev? Que non, il met juste au goût du jour ce qui était caché, ce qui n'avait pas connu une médiatisation des agissements de l'Ukraine dans ces différents territoires-là. Vous avez des médias tels que l'Observateur international qui, d'alors, essayait déjà de mettre la puce à l'oreille de l'ensemble de la planète pour leur signifier de ce qui se passe dans ces différentes régions. Et donc, vous avez, comme il a énuméré le massacre d'Odessa, vous avez des fillettes qui ont été violées, des charniers qui ont été découverts. Mais est-ce que la médiatisation a suivi pour, n'est-ce pas, essayer de tempérer la volonté nazie des dirigeants de l'Ukraine? Alors, je ne pense pas. La médiatisation a plutôt ébruité l'information, non pas ébruité, a plutôt camouflé l'information pour qu'elle soit contrôlée, et elle a été bien contrôlée parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la planète est même au fait de ce qui s'est réellement passé dans ces territoires-là. Au-delà de ça, vous avez les intérêts qui se déroulent dans ces territoires-là. Est-ce qu'il faille médiatiser ces événements comme le président Poutine est en train de le faire en accusant l'Ukraine d'être acteur principal de ces agissements-là? Non, il y a naturellement les intérêts américains, les intérêts européens et tout ce qui va avec. On a parlé la dernière fois de Hunter Biden qui a des intérêts dans la production des armes bactériologiques, dans les armes biologiques. Et vous voyez bien que si on se retrouve aujourd'hui à aller dénicher ces informations-là et mettre au goût du jour les agissements de Biden, le président américain, de sa famille, au niveau de l'Ukraine, vous conviendrez qu'il faille contrôler l'information qui sort de l'Ukraine. Ici, on ne croit certainement pas que le régime de Kiev est un régime nazi, puisque le président de la Fédération russe, M. Poutine, insiste là-dessus, mais le monde entier n'y croit pas.
Pourquoi le monde entier n'y croit pas? Parce qu'ils n'ont pas peut-être encore rencontré les preuves. Les preuves telles qu'il y a un auteur qui a publié avec, j'ai oublié le titre du livre, il a publié avec des sources tangibles qui montrent qu'il y a des éléments nazis au niveau de l'Ukraine, avec on les appelle comment, des logos qui font référence ou allégeance à des mouvements nazis. Vous avez le groupement Azov. Ils ont un Z ou croix gammée là et tout. Donc, ma foi, il fallait juste un peu de recherche et puis le peuple entre guillemets, se rendra compte que ben, ce qui se dit au niveau de la Russie n'est pas totalement faux. M. Poutine a-t-il renforcé la fibre nationaliste des peuples russes quand il dit « Les populations ont transmis ce lien spirituel à leurs enfants. Personne ne pourra détruire ce sentiment qui nous habite. » Le discours, il est produit dans un contexte, le contexte de guerre. Et je ne suis pas forcément militaire, mais le papa a été un militaire et il nous a quand même un peu transmis les notions de ce métier-là. En temps de guerre, je pense que l'élément fondamental qu'il faille ne pas blaguer avec, c'est la fibre patriotique. C'est la fibre patriotique parce que c'est l'élément qui permet de rassembler les citoyens autour d'une cause commune. Et donc ici, Poutine essaye de resserrer les rangs, des citoyens en portant ce genre de discours qui construit le rattachement à la Russie et construit même l'idée de ce que doit être un Russe. Donc ce citoyen-là qui a allégeance à la patrie et qui doit mourir pour la patrie, qui doit travailler pour la patrie. Et donc ce genre de discours n'est que là pour construire ce genre d'attitude vis-à-vis du rapport du citoyen et son devoir envers la patrie. Et donc Poutine, oui, il travaille à cela et en temps de guerre, vous comprenez avec moi qu'il faille travailler là-dessus pour non pas laisser les citoyens au bon vouloir de la propagande qui vient des autres médias. Donc il faille travailler là-dessus pour que les citoyens restent concentrés sur les objectifs que s'est fixé le président Poutine, à savoir l'opération militaire spéciale, démilitarisation, dénazification et protection du citoyen russe partout où besoin sera. Donc il travaille là-dessus et contextuellement, une fois de plus, c'est l'admission de 4 régions au niveau de la Grande Russie. Il a parlé de la Grande Russie. Il n'a pas parlé de la Fédération de Russie, mais de la Grande Russie. Et on peut historiquement placer ce discours et qu'on fait comprendre peut-être qu'il est en train de vouloir construire ce qui a été d'alors, c'est-à-dire l'URSS. Et donc, ma foi... Il est accusé par la communauté internationale de vouloir reconstruire cette grande fédération URSS du temps. Tout à fait. Il y a certains éléments qui montrent que son ambition est peut-être de reconstituer cela, de reconstruire tout ce territoire-là et pour que ça fasse encore une grande Russie, comme telle est son ambition, je présume. Mais est-ce qu'il a les moyens? Est-ce que l'ensemble de l'establishment au niveau de la Russie porte ce projet-là? Je doute fort parce qu'il y a quand même des voix contraires à ce genre de posture. Et donc, je n'ai pas envie de dire que ça sera un gouvernement fasciste qui va imposer une seule idée à tout le monde, bien que c'est ce qui se dit. Mais ma foi, Poutine est en train de réaliser quelque chose qui chamboule le monde. Plusieurs spécialistes ont prêté à M. Poutine l'intention de récupérer les territoires de l'ex-URSS. Mais dans son discours, il dit « Cela n'a plus aucune importance. Il n'y a plus d'Union soviétique et on ne fera pas revivre le passé. » C'est clair, mais maintenant c'est un discours politique.
qui a vocation à prendre des engagements. Donc, il ne saurait se dédier, et surtout à ce moment solennel, et qu'il ne voudrait pas effrayer les voisins qui regardent avec beaucoup plus d'acuité les agissements de la Russie, surtout avec l'opération militaire spéciale qui se passe. Et vous n'allez pas à un discours pareil, dans un discours pareil, la situation, le contexte, la situation de communication l'imposant, commencer à rêver la reconstruction de quelque chose qui, ma foi, est décédé, est mort. C'est vrai, on peut nourrir le rêve, mais la situation de communication ne permet pas au président Poutine ou bien alors à ses collaborateurs d'infiltrer ce type de discours dans les éléments de langage qu'ils doivent tenir à cette cérémonie solennelle qui est écoutée dans tout le monde entier. C'est du pain béni pour les détracteurs qui vont maintenant s'appuyer là-dessus pour non plus donner du miel au président Poutine, mais ils vont lui servir des bons cailloux pour qu'il ait des bosses. Et donc, il ne peut pas s'amuser à tenir ce genre d'intention, même déjà, parce que c'est l'admission des 4 régions. Il peut faire cela hors de ce cadre-là. Il peut rêver ainsi, ça ne va pas. Mais là, le poids historique, le poids idéologique qui encadre cette cérémonie-là est lourd de sens. Et donc, il ne saurait blaguer avec ces affirmations qu'on aimerait le voir prononcer pour clarifier sa position. Je pense que là, le discours qu'il a tenu est un peu plus clair. Et donc, on ne pourrait plus l'accuser de vouloir reconstruire ce qui a été déjà défait par le passé. Il sera pris au mot peut-être dans un futur proche. Tout à fait. Et maintenant, il est analysé, il est pris au mot déjà même, mais analysé aussi en fonction de l'évolution qu'il prendra. Parce que, dites-vous bien que si aujourd'hui la Biélorussie se sent agressée par le président Poutine, que ce sont des alliés, il a quel intérêt à aller agresser la Biélorussie? Il a quel intérêt à aller envahir... il y a les éléments même qui l'empêchent, il y a l'existence de l'OTAN. La Pologne, l'Ukraine, s'il avait vocation à envahir l'Ukraine, il l'aurait fait. Il aurait manifestement montré que ben, voici mes intentions. Mais c'est une opération militaire spéciale qui a ses objectifs. Et je crois que pour l'instant, il s'en tient à ça. Et on ne saurait lui prêter les mots ou alors les idées pour commencer à se projeter dans son subconscient et imaginer ce qu'il est en train de penser. Non, on n'est pas Poutine, et donc on ne va pas faire ça ici avec Gokam TV. Avec Gokam 21 TV. Est-ce que M. Poutine, dans son discours, pourquoi à plusieurs reprises, il parle des ancêtres? Est-ce que c'est une manière de rappeler le poids culturel de la Russie? Tout à fait, tout à fait. Quand on fait l'analyse du monde actuel, l'analyse que le monde que nous a servi le libéralisme, vous conviendrez qu'on essaye de tuer le pouvoir culturel. Ce qui est magnifié en termes de culture, c'est la langue. Mais les traditions n'ont pas le poids culturel que le président Poutine essaye de mettre en avant ici. Et donc, faire appel aux ancêtres, c'est pour essayer de construire une lignée temporelle pour montrer à la jeune génération que si nous avons mené une action au niveau de l'Ukraine, elle est en droite ligne avec ce que nos ancêtres nous ont légué comme combat. Et quand je parle de combat ici, je pense à Trotsky, à Lénine, à tous ces ancêtres-là qui ont bataillé pour que l'impérialisme n'ait pas droit de cité dans le monde qu'ils voulaient voir démocratique. Parce que
le Parti ouvrier international était ce mouvement-là qui rassemblait l'ensemble des ouvriers du monde pour construire un monde démocratique, mais avec les idées communistes. Et vous savez bien que le capitalisme et le communisme ont connu des chocs. Ils se sont bagarrés, on va dire simplement, comme au quartier. Le capitalisme a gagné. Et donc, c'est un retour, moi, je pense, idéologique à ces penseurs russes-là, à ces penseurs de ces différents mouvements-là, le trotskisme, le manifeste de Karl Marx qui, à la fin, conclut en disant prolétaires, tous les prolétaires du monde, unissez-vous. Ne voyez-vous pas tour à tour les puissances impérialistes arriver? Et donc, quand vous parcourez le discours du président Poutine, vous allez observer de façon étonnante la reprise idéologique de ce type de discours, parce qu'il remet encore en lumière ce combat impérialiste qu'ils ont mené par le passé. Et donc, ma foi, c'est de bonne guerre de faire ce rappel-là pour que les jeunes générations comprennent où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'il y a à préserver, pourquoi est-ce qu'il faut préserver cela. Et je pense qu'il a rappelé dans son discours. C'est une manière de justifier ses actions? C'est une manière de justifier ses actions, oui, parce qu'il y a la préservation des valeurs. La préservation des valeurs. Et un peuple sans valeur n'est pas pris au sérieux, parce que vous allez adopter les valeurs d'un autre. Et je crois que le président russe ne voudrait pas se voir dominer ou alors dompter. Il le rappelle d'abord dans son discours. Et il aimerait que cette attitude, non pas vindicative, mais d'affirmation de soi, soit continuelle au sein de la population russe. Et donc, il essaye de leur rappeler que ce sentiment-là, cette affirmation de soi, est fondée sur quelque chose d'important, c'est-à-dire nos valeurs, nos traditions, notre culture, qui fondent ce qu'on appelle aujourd'hui le russe. Et donc, éliminer cela, on n'est pas russe à forcément parler. Je pense même que si aujourd'hui le président Poutine essaye de mettre le doigt là-dessus, c'est parce qu'il y a un combat qu'aujourd'hui on se fait censure d'en parler. Mais c'est de bonne guerre qu'il remet ce débat sur la table pour que les langues se délient. Monsieur Poutine dit: je veux que les autorités de Kiev et leurs véritables souverains occidentaux m'entendent et se souviennent de ceci. Les habitants de Lugansk et de Donetsk, de Kherson et de Zaporijie sont devenus nos concitoyens à jamais. Et j'invite Kiev à cesser le feu et à revenir à la table des négociations. Monsieur Poutine lance-t-il là un message de paix ou prépare une guerre? Les deux. Pourquoi? Il n'a pas... Vous avez peut-être fait un lapsus quand vous parlez de souverain, il a parlé de suzerain. Et suzerain. Suzerain, véritable suzerain. Et c'est quoi un suzerain? C'est un chef qui a le droit sur ses colonies. C'est quelqu'un qui décide que vous allez faire ça et vous êtes obligé de faire. Donc il a l'emprise sur vous. Vous ne pouvez rien faire d'autre sans passer par lui. Et donc, il a identifié ici l'ensemble des catégories dans son discours et qui lui permet de faire une simple peinture que tout le monde, un simple tableau que tout le monde peut lire à soi et le comprendre parfaitement, pas un tableau de Picasso qui a été interprété et que l'exégèse voudrait qu'on aille à l'école pour comprendre la finesse du message de Picasso. Mais le discours de Poutine ici est très clair. Il a identifié le suzerain et il a nommé les États-Unis. Il a identifié les subalternes, les bavasseurs, c'est-à-dire l'Occident, la communauté européenne, c'est eux les bavasseurs. Et
celui, l'exécutant, celui qui prend les décisions du décideur, c'est simplement Kiev. Et donc, il n'adresse pas le discours à Kiev. Ce n'est pas un discours adressé à Kiev. Qui prend les décisions, si on pose la question au discours du président russe, qui prend les décisions au niveau de l'Ukraine? C'est le suzerain. Le suzerain. L'OTAN est un élément, est une excroissance du suzerain qui a créé le suzerain pour diriger ces vavasseurs là qui sont tout en dessous. En plus, les Américains se cachent derrière l'OTAN, utilisent l'OTAN pour donner... C'est un élément de contrôle. C'est un élément de contrôle du territoire qu'ils se sont appropriés en tant que suzerain. Et donc, Poutine a décidé, a montré que le suzerain, le voici. C'est avec lui que moi je veux causer. S'il veut la paix, qu'il vienne à la table de négociation, on en parle. Mais il essaye maintenant, il ne veut pas la guerre avec le peuple ukrainien, en leur disant, nous sommes frères, venez, faisons la paix ici entre frères d'une même mère, et entendons-nous, éloignons ce suzerain qui veut nous voir dans des déboires qui ne nous aident pas nous, et qui ne nous développent pas nous. Et donc ici, la posture de Poutine est analysée sur un double standard. C'est-à-dire, il ne refute pas la guerre, tel que le premier prélogomène que vous avez énoncé, les maximes de Sun Tzu parlant de la guerre. Donc il n'élimine pas forcément la guerre. C'est un élément important dans même la stratégie politique. On doit avoir... la prise en compte des guerres. Qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Et donc, le président Poutine n'élimine pas forcément la guerre. Mais il adresse un message de paix à ses frères du côté de l'Ukraine, qu'ils doivent répercuter le message qu'ils portent à leur suzerain, qu'on est fatigué de vous suivre parce que ça nous a amené dans quelque chose que nous ne voulons plus, c'est-à-dire la guerre. On est frères avec la Russie et je pense qu'on aimerait avoir la paix avec ce peuple qui est notre chair, qui est l'émanation de nos ancêtres. C'est pourquoi le mot ancêtre ici dans le discours de Poutine parle à plus au-delà même des frontières de la Russie et des 4 régions qui ont été évoquées. Et donc, le suzerain, c'est les États-Unis, pour faire simple. Et les vavasseurs, c'est la communauté internationale, l'Union européenne et tous les pays sous la coupole du suzerain états-unien. Le suzerain états-unien rentre vraiment dans la maxime de Sun Tzu quand il dit « La guerre est d'une importance vitale pour l'État, c'est le domaine de la vie et de la mort. La concertation ou la paix de l'Empire en dépendent. » Donc, est-ce que le suzerain états-unien prend en compte cette maxime-là pour défendre ses intérêts? Ben, il fonde même son idéologie là-dessus. Il fonde son idéologie là-dessus. Il n'y a rien à faire. L'intérêt états-unien doit être préservé partout au besoin. C'est rare, on reviendra. Je vais vous énoncer l'évolution de la stratégie globale des États-Unis qui ont voulu voir le monde sous leur botte et maintenant être considérés en parfait suzerain, mais au niveau mondial, au niveau international. Et donc, ils doivent régenter tous les peuples qui habitent la Terre. Et donc, il y a eu certaines stratégies qu'ils ont développées pendant la guerre froide et après la guerre froide. Je rentre déjà dans les détails, mais je pense qu'on va revenir là-dessus plus en profondeur. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette première partie. Restez des nôtres. À très vite.